Bonjour et bienvenue à InfoCam Extra. Cette semaine, mes trois invités très intéressants. Et on commence avec Pierre-Yves Dubé, président de Ultimate Rivière-du-Loup. Bonjour Pierre-Yves. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Premièrement, j'aimerais te demander, c'est quoi en gros Ultimate Rivière-du-Loup? Ben, dans le fond, on s'occupe du Ultimate Frisbee dans la région de Rivière-du-Loup. Fait que autant junior qu'adulte. On organise des tournois aussi. Fait que notre but, c'est vraiment d'essayer de faire bouger le monde, d'avoir une population active, mais à travers l'Ultimate Frisbee, leur faire découvrir leur sport, leur apprendre les règles parce que c'est un sport qui est quand même encore un peu méconnu de la population générale. Puis c'est ça, d'avoir du plaisir là, dans ce sport-là avec eux autres. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement un peu en quoi ça consiste, le Ultimate Frisbee en général, pour les téléspectateurs? Dans le fond, il y a plusieurs formats. Nous autres, à l'intérieur, là, c'est du 4 contre 4. À l'extérieur, ça joue 5 contre 5. Puis il y a le format aussi 7 contre 7. Donc les championnats du monde se jouent 7 contre 7, mais mettons les ligues un petit peu plus, là, où les tournois aussi s'en viennent un petit peu plus 5 contre 5 pendant l'été parce que c'est plus facile d'avoir des équipes vu qu'on a moins de monde un petit peu. Puis sinon, c'est ça, c'est surtout du 4 contre 4 là, un petit peu plus au Québec, parce que étant donné notre période hivernale qui est plus longue qu'ailleurs dans le monde, mettons. Puis c'est ça, le but du jeu, c'est de se faire des passes, de faire progresser le frisbee pour s'en aller attaquer la zone de but adverse. La zone de but, c'est un rectangle, un petit peu comme au football. Donc, tu as le droit à un pied pivot, mais tu peux pas te déplacer avec le disque. Tu as 10 secondes pour faire ta passe. Puis tes autres coéquipiers, dans le fond, ils essaient de se démarquer pour se libérer, qu'on puisse leur faire la passe. Puis le but, c'est de l'attraper dans la zone de but. Parfait. Merci beaucoup. Et justement, Ultimate à Rivière-du-Loup, comment est-ce que ça a débuté? Ben, dans le fond, c'est moi quand je suis revenu de l'université. Moi, j'ai commencé à jouer quand j'étais à l'université à Chicoutimi. C'est là que j'ai découvert ça en années 2008 environ. Là. Ça jouait déjà depuis plusieurs années ailleurs, mais moi, je connaissais pas ça. Puis j'ai découvert ça là-bas. Puis quand je suis revenu printemps 2010, j'ai voulu continuer parce que j'avais trippé là-dessus. Tu sais, c'est un sport quand même qui va chercher plusieurs qualités athlétiques. Moi, j'avais joué au football un petit peu. Puis là, en revenant en région, tu sais, puis en étant un petit peu plus vieux, il n'y avait plus vraiment d'options de ce côté-là. Puis dans l'Ultimate, c'est ça, je trouvais beaucoup des qualités athlétiques qui me plaisaient, tu sais, l'explosion, la vitesse, la vision de jeu, le timing. Fait que je voulais continuer à jouer, puis étant donné qu'il n'y en avait pas beaucoup là, qui connaissaient ça par ici, on est parti ça pratiquement de zéro. Puis c'est ça, on a développé une petite ligue adulte tranquillement, puis après ça, quand on a eu le stade à Rivière-du-Loup, c'est là qu'on a commencé à développer le junior un petit peu avec l'école secondaire aussi. Là. Fait que, c'est les jeunes du secondaire, le junior. Oui, là, on s'attaque un petit peu au primaire aussi. Là. L'été passé, on avait une catégorie 9-12 ans pendant l'été. Ah, d'accord. Puis on essaie de rentrer dans les écoles aussi avec le parascolaire, là, sur l'heure du midi ou après l'école. Là. C'est un petit peu plus difficile là, avec les coachs, les disponibilités, là, mais tranquillement, pas vite, là, on s'y attaque, puis on commence à aller chercher des jeunes un petit peu plus aussi. Là. Ah, c'est le fun, ça. Puis c'est quoi votre rôle dans Ultimate Rivière-du-Loup en général? Moi, je te dirais, là, ça fait quand même depuis 2010 que je suis là, fait que pendant quasiment une dizaine d'années, j'ai roulé ça quand même tout seul, je te dirais. Là. Ça n'a pas tout le temps été facile, mais là, on commence à structurer un petit peu plus, là, fait que là, moi, dans le fond, je suis président. Mais je fais aussi, tu sais, je pourrais dire président, directeur général, là, dans le fond, là, parce que je m'occupe, j'ai un gros rôle, puis je fais beaucoup de choses, là, tu sais, autant je touche un petit peu à la trésorerie. C'est ça, au niveau organisationnel, là, c'est pas mal moi qui s'occupe encore des ligues, des tournois. J'ai encore une grosse tâche, je te dirais. Là. Tranquillement, pas vite, je commence à m'entourer. Là. J'ai 2-3 personnes là, qui m'aident un petit peu plus maintenant, là, mais c'est ça, je fais encore beaucoup de choses. Justement, votre but, c'est de faire connaître ça dans la région. Est-ce que vous faites des événements justement plus promotionnels dans la région pour populariser l'Ultimate? Ou, tu sais, je te dirais, moi, les tournois qu'on organise, ça a toujours été un petit peu pour se faire voir, pour se faire connaître, pour donner aussi une chance à nos joueurs de pouvoir toucher à un calibre compétitif sans être obligé de sortir de la région. Fait que, tu sais, on en profite tout le temps un petit peu à ces occasions-là pour essayer de justement, tu sais, autant avec nos partenaires qu'on va chercher, nos commanditaires des fois pour certains tournois, que ce soit pour les remises de prix ou peu importe. Pour avoir une certaine visibilité aussi, faire parler de nous autres, que ce soit des fois la radio, dans les journaux aussi. Fait que ça passe beaucoup par les tournois. Sinon, à l'occasion,
On a toujours aussi, comme à la semaine de relâche, on va faire une activité souvent pour les jeunes. Là, en raison des Jeux du Québec, il n'y a pas beaucoup de plateaux cette année, ça n'aura pas lieu. Mais de façon générale, la semaine de relâche, on a toujours une petite activité pour aller chercher les jeunes. Puis sinon, pour les adultes, on a toujours aussi des activités découvertes un petit peu avec nos portes ouvertes, dans le fond. Là, à chaque début de session, on a toujours une activité porte ouverte qu'on essaie d'attirer des nouvelles personnes, qu'on demande à nos membres aussi d'en parler. Ça passe beaucoup par le bouche à oreille, je te dirais. Là. Puis sinon, sur les réseaux sociaux, un petit peu plus parce que on n'avait pas beaucoup de moyens. Là, on commence à en avoir un petit peu plus là, avec notre clientèle, notre bassin de joueurs qui augmente. Ça s'agrandit, oui. C'est ça. Puis les événements aussi, on en fait un petit peu plus aussi. Là. Ça fait que avec les tournois, là, maintenant, on en a un à l'automne, un à l'hiver, un à l'été. Depuis la première édition de l'été passé, là, en fait, là, pour l'été. Fait que c'est ça, les tournois nous permettent aussi d'aller chercher un petit peu de sous. Fait que tranquillement, pas vite, peut-être qu'on va faire un petit peu plus de publicité aussi, là, mais avant, vu qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, ça passait beaucoup par les réseaux sociaux puis le bouche à oreille. Puis tu sais, j'aime ça aussi de cette façon-là parce que ça l'oblige un petit peu plus à nos membres de s'impliquer. Puis on aime ça. J'ai l'impression qu'on est une grande famille, on s'entraide beaucoup aussi. Fait que tu sais, j'aime la mentalité aussi là, autour de nos membres. Et là, vous faites partie de la Fédération de Québec d'Ultimate? Oui, c'est ça. Fédération québécoise d'Ultimate Frisbee. Merci. Ça, dans le fond, comment on fait pour rejoindre la fédération? Est-ce qu'il faut juste, on est un club d'Ultimate, on peut en faire partie direct ou il faut un processus? Étant donné qu'on est encore un sport en développement, c'est sûr que la fédération est quand même assez active, je te dirais, pour recruter les nouveaux clubs. Fait que c'est sûr que, eux autres, ça passe beaucoup par le local, je te dirais. C'est comme, mettons, moi, je sais que ici, pas loin, là, à Saint-Pacombe, il y a une petite gang de personnes qui jouent, mais ils ne sont pas affiliés à personne. C'est vraiment une gang d'amis qui jouent pour le plaisir, qui n'ont pas de club, rien. Sauf que, moi, je le sais. Ça fait que, si, mettons, exemple, pour Mané, ils voudraient s'affilier puis être avec la fédération, ça serait facile pour eux autres de nous contacter. Puis après ça, moi, je fais le pont avec la fédération. Ça fait que sont assez présents aussi sur les réseaux sociaux. Ça fait que c'est assez facile de les trouver. Fait que c'est juste de les contacter. Puis eux autres, après ça, ils sont super flexibles là, pour essayer de donner un coup de main, dans le fond, pour partir à un nouveau club, pour pouvoir développer un petit peu, là, vous aider avec les activités, comment s'organiser, quoi faire. Ils sont assez ouverts aussi. Là. On a vraiment des personnes super là, du côté de la fédération qui promouvoient vraiment beaucoup les nouveaux clubs. Puis les valeurs aussi autour du Ultimate, c'est beaucoup l'inclusion, que ce soit autant. C'est un sport qui est mixte aussi. Là. Il n'y a pas beaucoup de sports mixtes. Fait que c'est ça, autant au niveau féminin, au niveau inclusivité, c'est des valeurs qui sont fortes pour le Ultimate. Ça fait que ça transparaît aussi là, au niveau des personnes en charge de la fédération, ils ont ça à cœur beaucoup aussi. Ça fait que c'est super facile. Là, quand tu veux partir quelque chose, ils nous appuient toujours dans nos démarches, puis vraiment plaisant à ce niveau-là. Est-ce que ça a toujours été mixte ou c'est récemment que... Non, dans le fond, autant sur les différents formats de 4-4, 5-5, 7-7, que c'est la même chose un petit peu. Même au niveau des championnats du monde, je te dirais, il y a toujours le féminin, il y a toujours le open, qu'on va dire c'est un petit peu plus masculin, mettons. Puis on va avoir le mix aussi. Fait qu'il y a toujours les 3 catégories. Puis de juste que je peux me rappeler, là, ça a toujours été comme ça aussi. Merci Pierre-Yves, c'est tout pour l'entrevue. Merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Maintenant, le prochain invité, les copropriétaires de la brasserie Ralbock, Alexandre Caron. Bonjour. Salut. Salut. Ça va bien aujourd'hui? Yes, toi aussi. Oui. Sur votre site Internet, on voit que votre objectif, c'est de promouvoir la ville de Saint-Jean-Port-Joli. Mais là, vous avez décidé de vous établir à l'Apocatière avec la buvette. Oui. Est-ce que c'est un changement de plan d'original ou pourquoi l'Apocatière? Ben écoute, excuse-moi de te couper, là, mais dans le fond, nous autres, il y a 3 ans, on a ouvert une usine là, à l'Apocatière, qui est comme en fait
l'endroit où on produit le plus de bière là, dans nos 2 brasseries. La brasserie originale est à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Ça a commencé en 2015. Donc, tu sais, c'est un peu l'origine de la brasserie Ralbock, c'est Saint-Jean-Port-Joli, si on veut. Mais l'évolution a fait que, ben là, on est rendu à la Pocatière, pour différentes raisons, en fait. Parce qu'il y avait une place dans le parc industriel, entre autres, parce que, disons, ça fitait. La ville de la Pocatière aussi est quand même très proactive là, pour tout ce qui est production alimentaire, évidemment, parce que ça fit dans le créneau un peu de la place avec l'ITA, puis le CDBQ, puis ces choses-là. Fait que pour nous, c'était quand même logique d'aller s'installer à la Pocatière. Il y a même le seul fournisseur de levure de brasserie au Québec qui se trouve à la Pocatière, en fait, qui est le labo Solutions Brassicole. Fait que tu sais, il y a plein de raisons pour ça. Donc, nous autres, en 2000, il y a 3 ans, en 2019, on a ouvert la brasserie à la Pocatière, qui est comme, qui brasse 3 à 4 fois plus de bière qu'à Saint-Jean-Port-Joli. Ah, OK. Puis là, cette année, ben, en fait, on a eu l'opportunité d'acquérir un bar, un genre de salon de dégustation. Nous autres, on voit ça un peu comme ça, évidemment, parce que c'est un endroit où on peut montrer nos produits, puis les faire goûter, puis aussi offrir une immersion, si on veut, dans Ralbock, pas seulement avoir une canette en main, mais avoir aussi l'ambiance. Ben, le décor, l'ambiance qui va avec, puis tout ça, tu sais. Puis c'est pourquoi on a ouvert la buvette aussi dans l'ancien Saint-Louis, c'est qu'on a eu l'opportunité de le faire. En fait, c'était pas nécessairement dans le plan de départ. Nous, on voulait augmenter notre production il y a 3 ans parce qu'il y avait beaucoup de demandes, puis on n'était pas capable de fournir. Je te dirais même l'été dans la région, on avait de la difficulté à fournir même seulement notre propre pub. Là, fait qu'on avait vraiment peu de production, peu de capacité. Fait que c'est comme une suite logique, je pense. C'est pas un plan là, prédéterminé tant que ça, mais c'est une suite logique de choses qui fait que Saint-Jean-la-Pocatière, c'est deux endroits super proches, mais qui se parlent peu quand même aussi. Il y a pas c'est 2 régions administratives, là, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches. D'autres, on trouvait ça intéressant quand même de jouer sur les 2 tableaux, parce que géographiquement, logiquement, c'est ensemble. Là, c'est 15 minutes d'auto sur l'autoroute 20 entre Saint-Jean et la Pocatière, ça se fait très bien. Là, Et as-tu eu des défis particuliers avec la buvette au début ou Ouais, c'est comme c'est un peu différent du pub qu'on a à Saint-Jean-Port-Joli, qu'on a parti de zéro, tu sais, qui n'existait pas du tout. Donc les gens avaient pas d'a priori vraiment ou d'idées préconçues de ce qu'on allait offrir. Ils arrivaient un peu avec l'esprit vierge, si on veut. Puis la Pocatière, c'est vraiment différent parce que c'est un bar qui existe depuis vraiment longtemps. Le Saint-Louis là, qui a existé pendant plus de 40 ans, depuis les années 70. Puis qui s'était transformé là, en futé récemment. Donc, il avait pris pendant la COVID? Ouais, ben même juste avant, en fait. Ouais. Puis il avait pris une petite tangente plus, dégustation, produits un peu plus recherchés. Mais bon, je pense que la transition, justement, avec le COVID qui est arrivé, ça a tombé un peu à l'eau, là. C'est pas tout le monde qui a eu l'occasion d'y aller depuis que le changement avait été fait. Puis, même avant ça, c'est un endroit un peu mythique à la Pocatière. Là. Ça fait plus de 100 ans qu'il y a un bar à cet endroit-là. Ouais. À l'origine, c'était un hôtel, mais évidemment, dans tous les bons hôtels, là, au début de 1900, là, il y avait un bar. C'était l'endroit où tu allais boire. Fait que tu sais, il y a comme vraiment une histoire qui vient avec ça qu'on n'avait pas à Saint-Jean-Port-Joli. Ouais. Puis à la fois, c'est comme partir un nouveau projet. T'sais. Fait que c'est ça. Le contexte est complètement différent, là, malgré le fait que on sort de la bière, puis on met l'accent sur la dégustation, puis le côté festif de tout ça. On aime le party, on aime le monde, on aime s'organiser des affaires aussi pour que les gens embarquent. Mais je te dirais qu'en ce moment, on est en train de s'adapter à notre nouvelle réalité. T'sais. Ça fait comme 3 mois environ, depuis fin octobre. Environ. Fait qu'on a pris nos aises un peu, puis là, on commence à offrir une programmation là, un peu plus régulière, puis il y a encore des tests qu'on fait là-dedans. Il y a des trucs qu'on essaie, puis c'est un ballon qu'on lance, puis on voit si le monde répond ou pas. T'sais. C'est comme si on essayait d'apprendre un peu notre public, puis les gens qui potentiellement pourraient venir prendre une bière chez nous. T'sais. Parce qu'il y a une grande population d'étudiants au cégep aussi. Ouais, c'est ça. Clairement, les étudiants, ça fait partie de tout ça, mais je pense qu'il n'y a pas juste ça. Parce que nous autres, à Saint-Jean-Port-Joli, là, depuis quasiment 8 ans, là, ça va faire 8 ans le 1er mai,
Okay. On a développé un esprit de communauté autour du pub qui est vraiment intéressant, tu sais, qui comprend toutes sortes de monde, en fait. Autant des vieux que des jeunes, que des petites familles, que des touristes, tu sais. Fait qu'il y a comme un écosystème là, qui s'est bâti autour de ça qui est vraiment intéressant puis qui, je trouve, dynamise le truc au-delà d'un bar qui est vraiment associé comme à des étudiants ou un bar qui est associé à du monde qui écoute, je sais pas, un certain style de musique, tu sais. Je pense qu'on peut dépasser ça puis être plein de choses en même temps. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. Tu sais. Fait qu'on essaie d'avoir des moments pour les étudiants, des moments pour un peu tout le monde. D'autres clientèles. Ouais. Tu sais, on a fait un truc qui a été vraiment populaire. On a fait les dimanches peintres en direct. Okay. Puis il y avait des artistes qui venaient en fait peindre. Il y en avait 7, 8. De tous les styles, de tous les âges. En fait, il y avait un gars de 19 ans puis une madame de 82 ans. Tu sais. Puis les gens allaient voir ça, les artistes partageaient avec les gens aussi, puis ça a comblé un après-midi de dimanche qui aurait été probablement bien relax, puis il y avait du monde dans la place qui était jamais venu non plus, tu sais, qui avait jamais visité le pub. Fait que tu sais, c'est en faisant des trucs comme ça que les gens viennent voir, puis finalement, le crime, c'est plus comme c'était, puis ça a changé, puis on a notre place là aussi, tu sais, c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Est-ce que c'est sur le long terme, mettons, si la buvette, ça continue à bien aller, est-ce que vous avez peut-être d'autres plans pour s'étendre à d'autres places dans la région, comme peut-être cette Montmagny aussi, qui est quand même proche géographiquement? Je dirais qu'on était assez difficile à convaincre là, pour la buvette? Ouais, pour la buvette. Là. C'est pas vraiment les projets qui manquent à la base là, chez nous. Là, on a toujours un peu des... C'est ça, on a toujours un peu des projets qui sont en cours, puis on a une vision quand même aussi, puis il y a d'autres projets sur la table que je peux pas trop discuter, mais qui sont un peu dans le même genre. Par contre, on veut pas s'étendre à l'infini. Montmagny, c'est peut-être la limite là, pour nous. Il y a déjà une microbrasserie là-bas aussi, fait que c'est moins tentant d'aller s'installer là, versus la Pocatière où il y en avait pas vraiment qui était sur place. Mais non, là, notre but, c'est pas de s'étendre puis d'ouvrir une chaîne de bars et de pubs. Là. C'est quand même une gestion, là, puis avec le personnel de nos jours aussi, c'est pas toujours évident à gérer ça dans le quotidien parce qu'il y a un enjeu d'avoir du staff qui reste quand même à long terme puis de pas toujours être en train de reformer tout le monde puis de faire les mêmes erreurs, tu sais. Fait que je te dirais que la buvette, ça répondait un peu à ça aussi. Là. Nous autres, à Saint-Jean-Port-Joli, c'est très saisonnier, c'est très touristique. On fait comme une grosse partie du chiffre d'affaires en 2 ou 3 mois. Versus la Pocatière qui est peut-être plus un contexte normal d'une ville normale, là, où ça roule un peu quasiment à l'année. Fait que ça nous permet d'avoir notre staff un peu dans les 2 endroits puis d'offrir peut-être des meilleures conditions au staff qui reste à l'année. Fait que ça répondait un peu à cet enjeu-là aussi. Mais après ça, s'étendre, ça implique d'aller s'en occuper sur place. Là. Il y a beaucoup de monde il y a du monde à Québec, entre autres, là, pas mal de monde à Québec qui nous demande souvent si on prévoit ouvrir quelque chose là-bas. Tout ça. Si on le ferait, je pense que ce serait peut-être plus en mode franchise ou partenariat avec des gens qui seraient, selon nous, des bons partenaires, puis qui pourraient porter la marque comme on le fait nous. Là. C'est un peu ça aussi qui est difficile. Là. Tu peux pas t'associer avec n'importe qui va faire n'importe quoi avec ce que tu as bâti depuis 8 ans, mettons. C'est un peu comme ça qu'on voit ça. Ouais. Puis aussi, vous avez fait plusieurs bières avec des causes, en particulier comme la Sainte-Justine. Oui. Est-ce que ça, c'est vous qui approchez les causes ou c'est elles qui viennent vous voir pour que vous fassiez une bière pour eux? Ça dépend, ça marche de plusieurs façons. Je te dirais, là, récemment, c'est plutôt les causes qui nous approchent. Nous, on choisit un peu en fonction de nos valeurs, puis des gens avec qui on travaille aussi. Il y a plusieurs bonnes causes, là. On se mentira pas, on peut pas aider tout le monde, tout et n'importe quoi. Mais il y a des gens qui comprennent notre vision de la patente, puis avec qui on s'entend bien, puis en qui on croit aussi. On a fait Sainte-Justine, tu vois, c'est un projet qui est parti d'un partenaire d'affaires avec qui on est. Là, c'est un point de vente à Montréal, en fait, qui s'appelle Boire Grand. C'est un genre de saucisserie, puis c'est un magasin de bière, puis le fils du propriétaire, lui, était à la Sainte-Justine. Fait que lui, il voulait faire une bière pour ça, il voulait que ce soit sans alcool, parce qu'évidemment, il y a une notion de santé derrière ça, puis on comprenait bien la chose aussi. Puis nous autres, dans nos projets comme ça, on aime ça à mettre une touche d'innovation aussi, tu sais, des bières sans alcool aux fruits, il n'y en avait pas beaucoup au Québec, quasiment pas, en fait.
Fait que ça, c'était le côté brassicole qui nous allumait. Fait que lui, évidemment, étant une boutique spécialisée aussi, avait cette vision-là. Puis même au-delà de ça, la Sainte-Justine, encore plus intéressant, c'est qu'il y a un artiste de Saint-Jean-Port-Joli qui a fait la fameuse œuvre à 1% là, de la construction. Puis, il y avait comme plein de liens comme ça qui étaient vraiment naturels. Fait que ça, c'est des trucs ça se fait tout seul quasiment, ces projets-là. Là, récemment, on a la Fondation En Cœur avec qui on est associé, qui les autres œuvres, sont basées à Québec, mais œuvrent partout dans la province pour les enfants atteints de malformation congénitale cardiaque. Puis ça, c'est un gars qui sort avec une fille de Saint-Jean-Port-Joli, qu'on côtoie depuis quelques années, puis qu'à un moment donné, il nous est arrivé avec ce projet-là. Il avait fait faire une bière par la voie maltée, puis avant, puis là, il trouvait ça logique de nous offrir. Contactez-vous. Ouais, tu sais, fait que ça s'est fait un peu naturellement aussi, mais quand on embarque dans quelque chose, on essaie de le faire pour la peine. Puis tu sais, je te dirais, là, on a changé notre branding récemment aussi. La manière qu'on va pousser ces bières-là, les bières, disons, qui visent à redonner, ça va être une série de bières qui va s'appeler Awaydon, mais dont D-O-N. Fait qu'on veut évidemment inviter les gens à participer aussi, pas seulement en achetant la bière, mais aussi en s'intéressant à la cause puis en participant aux activités des fondations, tu sais. Puis on fait aussi une collaboration avec les gens du Verger de l'Évolution puis de Arbre Évolution aussi, qui sont à Sainte-Louise et Lillet. Eux, ils font du reboisement, je dirais, communautaire, je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Fait qu'ils le font dans une vision intégrée avec la communauté. Puis je pense que c'est quelque chose qui nous intéressait. Puis c'est des gens qui sont dans la région aussi, puis qui nous ont toujours soutenus. Puis qui ont une belle vision d'une économie circulaire. T'sais, nous autres, ils font pousser des fruits, on les utilise dans les bières. Donc, tu sais, c'est ça. C'est une vision qui nous rejoignait, ça aussi. C'est bon. Ben, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça fait plaisir. Nous sommes maintenant rendus au dernier invité, M. Louis Clément. Bonjour. Bonjour, Mathis. Bonjour, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Oh, ça va bien avec la belle température pour la neige. Je suis venu vous parler du ski de fond, alors. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec le ski de fond? Hein? Ce qu'il n'y a pas de nouveau au ski de fond, Mathis, c'est va te parler de toute l'élaboration de ce projet-là. On est à Saint-Bruno de Kamouraska, ici, au Belle-Piste. Notre club est jumelé à celui des motoneiges. D'accord. On est dans le même local. Mais nous autres, on s'occupe, avec un groupe de bénévoles, je m'occupe de l'entretien et de la signalisation des pistes de ski de fond. Le ski de fond, ça commence pas seulement quand il y a de la neige comme aujourd'hui, mais à l'automne. À l'automne, ça pousse dans les boisés partout. Alors, il faut commencer par débroussailler le tout. À l'automne, ça nous prend, heureusement, souvent, on peut utiliser un tracteur qui nous en laisse malheureusement trop. Alors, il faut continuer à le débroussailleuse à la main. Et puis, c'est un travail, on a 20 km à débroussailler. C'est du sport, comme on dit. Un des gros problèmes aussi, c'est qu'on passe sur des terrains privés. Et puis, beaucoup de ces terrains-là ont tendance à être inondés à des places. On passe, dans notre langage, nous autres, dans des swamps. Et les swamps, on se cale. Alors, on attend que ça soit gelé, ça attend nous autres. Après ça, il faut, aussitôt qu'on a assez de neige pour tracer, ça nous en prend quand même un bon 6 pouces au début parce que c'est rocailleux où on passe. Alors là, on sort notre machine, on utilise un BR60. Ça vous dit peut-être rien, mais c'était dans les premières machines que Bombardier faisait pour faire les pentes de ski. Puis on a adapté une grotte en arrière avec 2 traceurs. La particularité de Saint-Bruno par rapport aux autres centres de ski locaux, c'est qu'on trace en double. Alors si tu y vas avec ta copine, elle peut essayer de te suivre à côté. Ou elle peut te dépasser à côté. Après ça, il faut aussi, on peut parler de la signalisation. Depuis l'année passée, on a installé, parce qu'on avait beaucoup de questions, où on est rendu, comment on fait pour se rendre à... Je vais vous donner le numéro de nos pistes. On a une piste 1, qui en théorie fait 1 km. Okay. La piste 2 fait 2 km. La piste 3, 3 km. Il y a une logique la piste 4, c'est assez logique notre affaire. La 4, la 5 et la 12. La 12, on l'a considéré comme une piste... plutôt comme dans les pistes de ski ordinaires, c'est la noire. Il y a deux bonnes côtes. Et puis, on est très chanceux là, parce que le propriétaire qui nous laisse passer par là, c'est du sport. On passe chez eux, il est bien gentil, M. Chamberlain, je peux le nommer.
Puis on fait un gros 5 km sur ses terres à lui. OK, quand même. Oui, quand même. Ouais. Puis lui, puis il est bien presque content qu'on y aille. On passe souvent devant son petit chalet. Il y a un chalet d'à peu près 40 par 60. C'est une maison dans la forêt qu'il y a, le monsieur Chamberlain. Okay. Bon, en revenant à ça, à côté de chez lui, on a eu demain, là, ça va être le sport pour tracer ça. Il y a une belle côte qui doit monter de 15 degrés pour 100 mètres peut-être. Alors là, quand notre traceur, notre BR60 arrive là-dedans, il nous parle. Fais attention à moi si tu veux monter. Pour faire le tour de ça, puis on a installé beaucoup de signalisation l'année passée, comme je disais tantôt, pour dire où on est rendu. Parce que les gens disaient « Ah, on achève-tu? On est encore long à faire? » Puis là, on a posé des belles pancartes qui indiquent que vous êtes à 7 km, vous êtes à 6, 5, 4. Et puis, c'est ça. Puis, une des bonnes habitudes que j'ai, comme je suis un traceur et aussi un skieur, à chaque fois que je trace, je pars en ski après. Pour, comme certifier, donner mon étampe à mes pistes. Puis je me donne une note. Des fois, je me donne des 6, des 7. Demain, ça devrait être un 10. Parce qu'avec de la belle neige, ça trace bien. Ouais. Ça trace bien. Un des inconvénients qu'on a, c'est comme si on joint le fond demain, là, ce ne sera pas le cas parce qu'il y a assez de neige, mais ça a glacé. Hein? Oui. Ça a glacé, puis quand on a tracé, puis que c'est glacé en dessous, on n'est pas capable de faire des belles traces. Quand on ne fait pas de belles traces, nos usagers ont tendance à nous dire « Agréez-vous d'une machine pour bien tracer. » Mais une machine pour tracer, c'est dans les 100 000 $. Alors, notre club n'a pas les moyens de se permettre ça. Bien, ça serait tout pour les questions, M. Clément. Donc, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci, ça fait plaisir. Alors, merci d'avoir écouté l'émission. C'est tout pour cette semaine. Merci. Au revoir. On va s'acheter la tête à l'eau, là.